Après Mélenchon face aux juges, Mélenchon face aux policiers. Alors que l'insoumis en chef a considéré les forces de l'ordre comme des barbares, une manifestation a été organisée devant le siège de LFI. Une nouvelle gesticulation pour exister dans les médias à 6 mois des municipales. 3 ans après la fusion des régions, la Cour des comptes tire à boulet rouge sur la réforme voulue par François Hollande. Alors que le président socialiste promettait des économies, la réalité est tout autre et la facture s'est alourdie. Propriété du géant Google depuis 2006, YouTube est devenu le leader incontournable des plateformes vidéo en ligne. Quelle loi régisse ce géant du numérique? La réponse dans cette édition. Madame, monsieur, bonsoir. Mélenchon et la police à couteau tiré. Quelques mois après la perquisition mouvementée au siège de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a été surpris en train de qualifier les policiers de barbares. De quoi froisser la profession. Géraud Dufayet. Mélenchon remet le feu aux poudres. À peine quelques jours après son procès suite à la perquisition mouvementée à la France Insoumise, le leader trotskiste a remis ça. Une vidéo diffusée mercredi montre Jean-Luc Mélenchon à un rassemblement contre la réforme des retraites. Entouré des forces de l'ordre, il déclare à une manifestante qu'il faut être prudent puisque les policiers sont devenus des barbares. Des propos qui, sans surprise, ont fait bondir les intéressés. Ce jeudi matin, à l'appel du syndicat Alliance Police Nationale, des policiers se sont rassemblés pour manifester devant le siège de la France Insoumise. Le rassemblement aujourd'hui des policiers là, c'est de dire à M. Mélenchon, stop, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes élu de la République, soyez responsable et n'attisez pas cette haine qu'il y a déjà vis-à-vis d'une partie de la population. Nous faisons le porte-parole, notamment les porte-paroles plutôt, de nos collègues policiers sur le terrain, qui évidemment sont très en colère par rapport à la qualification de barbare, et surtout lorsque M. Mélenchon a insinué que s'il avait été présent, les policiers ou les gendarmes l'auraient tué. Ces mots ont un sens, ont une résonance, et pour un élu de la République qui se prétendait représenter la République, ça nous heurte, ça nous met très en colère, parce que nous on protège la République, contrairement à lui qui en bafoue notamment les fondements principaux. Le peuple souffre, mais nous aussi, et nous on le prend en pleine figure. On a ça, aujourd'hui on nous annonce aussi pour nous sur nos retraites des retraits de bonification, de perte salariale. Toutes ces choses, c'est stop, arrive un moment, on est pris entre le marteau et l'enclume quelque part, j'ai envie de vous dire. Nous on a fait pression sur le ministre de l'Intérieur pour qu'il désiste le procureur de la République afin qu'il y ait une action en justice qui soit menée. Et nous, Alliance Police Nationale, nous nous constituerons évidemment partie civile comme nous le faisons à chaque fois que les policiers sont attaqués, agressés ou insultés. Face à la police, des soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Pour eux, le rassemblement des forces de l'ordre devant le siège politique est illégal. De nombreux gilets jaunes étaient également sur place pour dénoncer les violences lors des manifestations sous les ordres du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Regardez, vous nous regardez avec mes pieds, on vous regarde, on ne vous aime plus. C'est ça le problème. C'est ça le problème, alors qu'on a besoin de vous. Comme tout autant, vous avez besoin de nous aussi. Oui, alors moi je suis venu de Bourgogne exprès parce que quand j'ai vu sur Twitter hier soir que M. Castaner il postait les paroles de Mélenchon pour faire le buzz, pour faire diversion. Il extrait les paroles de Mélenchon dans une manifestation à des militants parce qu'avec émotion, il sait comment la répression est à l'œuvre depuis plus de 2 ans. Ces paroles-là, il ne les a pas dites devant une conférence de presse, M. Mélenchon. Il les a dites dans une manifestation. Il faut arrêter aussi la délation à tout va. Et Mélenchon parlait des violences policières, il ne parlait pas du tout des policiers en général. C'est faire une généralité pour communiquer là-dessus et ça n'ira pas très loin puisqu'ils savent que si ça allait plus loin, on révélerait plus de violences policières encore. Il y a des vidéos qui ont été révélées sur les réseaux sociaux où on montre qu'on peut mettre bout à bout plus de 3 heures de vidéos de violences policières. Un rassemblement qui reste, quoi qu'il en soit, particulièrement exceptionnel. Les forces de l'ordre, normalement cantonnées à un droit de réserve, n'ont en effet jamais envoyé de tels signaux. Des signaux qui montrent avant tout le délitement généralisé d'un État aux abois. De son côté, Jean-Luc Mélenchon fait comme à son habitude, monter la sauce. Après la désertion des électeurs aux européennes, l'insoumis qui se prend pour un Lula martyrisé essaie de redorer son blason au gré d'opérations de communication. Des opérations pas toujours gagnantes, qui pourraient toutefois sauver quelques sièges au futur municipal. Grand gaspillage à la française. Mardi, la Cour des comptes a dressé un constat accablant de la grande réforme de l'ère François Hollande, la fusion des régions. Pas d'économie en vue, mais plutôt une facture alourdie. Même après son départ de la vie politique, François Hollande laisse quelques cadeaux derrière lui. 3 ans après la fusion des régions en 13 grands ensembles, la Cour des comptes a dressé le premier bilan de la réforme clé du quinquennat Hollande et il n'est pas vraiment glorieux.
Cette réforme territoriale qui devait permettre, je cite, de rendre la présence de l'État plus efficace sur les territoires, manquerait pour l'instant totalement sa cible. Selon les magistrats financiers qui se sont penchés sur la question, la fusion des régions ressemblerait même davantage à un vaste gâchis qu'à une véritable réussite. Alors que l'ancien président socialiste promettait en 2014 une économie de 10 milliards d'euros à moyen terme, à la place d'économies, ce sont de nombreux surcoûts que la réforme des régions a provoqué, notamment en termes de rémunération des personnels administratifs et d'indemnité des élus. En effet, les charges de fonctionnement des régions qui ont fusionné ont toutes augmenté entre 2016 et 2017. Et la région où le coût par habitant est le plus élevé, c'est l'Occitanie. Et pour cause, née de la fusion entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, cette nouvelle région compte aujourd'hui près de 6 millions d'habitants répartis dans 13 départements. Son siège est situé à Toulouse, mais pour dédommager Montpellier, qui a perdu son statut de capitale régionale avec la fusion, il a été décidé que toutes les sessions plénières des élus auraient lieu là-bas 4 fois par an. Ainsi, cette délocalisation implique des indemnités de transport pour le personnel, sans compter le coût astronomique d'une séance plénière évaluée à 98 000 euros. De plus, la grande majorité des régions s'est efforcée de maintenir des sites situés dans les chefs-lieux des anciennes régions. Qui dit plusieurs sites, dit plusieurs services administratifs. Pour définir une nouvelle grille de rémunération du personnel et des indemnités des élus, les anciens régimes ont été alignés sur les dispositions les plus favorables, expliquent les experts de la Cour, alors même que les effectifs n'ont pas été réduits. En conséquence, cela représenterait un surcoût de 16 millions d'euros par an pour le Grand Est, de 3 à 4 millions d'euros pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ou encore plus de 2 millions d'euros pour la Bourgogne-Franche-Comté. En faisant l'addition, la rue Cambon a donc constaté que les dépenses indemnitaires des 7 régions fusionnées sont 3 fois plus importantes qu'avant la réforme et ces dernières pourraient exploser d'ici à 2021. Une catastrophe financière donc, et les effets sur les régions se font encore attendre, les Français étant plus que jamais éloignés de leurs institutions territoriales, situées parfois à des centaines de kilomètres de chez eux. Qui est donc le mastodonte YouTube? Depuis près de 15 ans, la plateforme américaine de vidéo a su asseoir un véritable monopole dans le monde entier. Une position de force qui n'est pas sans poser de problème pour les utilisateurs soumis aux lois d'un marché tout-puissant. Élise Blaise. Censure pure et simple, déréférencement, démonétisation, les recours de YouTube ne manquent pas pour faire entrer les contenus dans les cases bien définies par le géant américain. Devenue une véritable usine à gaz pour les annonceurs, la plateforme de vidéo est également un véritable catalogue de publicité en ligne. La raison, l'énorme budget que brasse ce système. En effet, pour chaque publicité observée sur les vidéos mises en ligne par la plateforme, une rémunération pour YouTube par les marques. Chaque clic a de la valeur et représente donc une véritable poule aux œufs d'or pour la plateforme. L'équation est donc simple, il faut favoriser les vidéos à très large public et pénaliser les autres. YouTube est ainsi devenu le paradis des petits chats. En effet, plus une vidéo est susceptible de toucher un large spectre d'internautes, plus elle est plébiscitée par l'algorithme de référencement de la plateforme. Plus clairement, YouTube permet à ces vidéos d'être plus visibles en les mettant en avant lors de vos recherches. Les contenus dits clivants sont ainsi peu à peu chassés de la toile. La politisation des vidéos est donc l'une des cibles de choix. En effet, la pression des annonceurs pour éviter de voir leur publicité diffusée sur des contenus marqués d'un point de vue idéologique pousse en toute logique la firme américaine à les bannir progressivement. Une chasse aux sorcières qui s'est accélérée ces derniers mois au point de mettre dans une situation difficile de nombreux youtubeurs professionnels considérés comme partenaires de la plateforme. En effet, ces derniers, titulaires de comptes importants sur le site, engrangeaient les vues et donc les gains. Car en toute logique, plus une vidéo est visionnée, plus la publicité est vue, et le titulaire de la chaîne perçoit alors une somme d'argent proportionnelle. Mais avec sa nouvelle politique de contenu aseptisé, YouTube a cédé à la pression des annonceurs en décidant d'arrêter ni plus ni moins la monétisation des vidéos qu'il juge trop clivantes. Ces contenus sont alors diffusés sans aucune publicité et ne rapportent plus rien à ceux qui les produisent. Un bouleversement financier qui s'accompagne évidemment d'une chute du nombre de spectateurs puisque l'algorithme de la firme a tout intérêt à privilégier dans les recherches les contenus qui lui rapportent. Une perte de visibilité qui se retrouve aussi sur Google, elle-même propriétaire de YouTube. L'impératif économique a donc transformé peu à peu la plateforme, à plus forte raison que s'y ajoutent des éléments extérieurs à l'entreprise. Les taux de la liberté d'expression semblant se resserrer de plus en plus, nombreux sont les militants internautes à s'organiser pour signaler comme indésirables les contenus qui ne défendent pas leur point de vue.
C'est ainsi qu'à titre d'exemple, un JT de TV Liberté, présentant un reportage sur la Gay Pride à Paris, avait été censuré après des signalements de plusieurs promoteurs de l'idéologie LGBT, car comportant des images que leur communauté ne trouvait pas élogieuses. Des images qui pourtant n'avaient pas été modifiées ni même été sorties de leur contexte. Au-delà de l'aspect purement financier, les États tentent de plus en plus de contrôler le web. Les diffuseurs sont peu à peu considérés légalement comme les responsables éditoriaux de leur contenu. Une charge qui les pousse donc à être de plus en plus autoritaires dans leur choix de censure, à plus forte raison que ces enjeux s'accordent parfaitement avec les objectifs des annonceurs. En effet, la stratégie consistant à privilégier les contenus lisses permet également d'éviter les risques d'attaque sur le fond pour la plateforme. Ainsi, la toute-puissance éditoriale de YouTube, conjuguée à sa position de quasi-monopole qui la rend incontournable pour le moment, complique considérablement la vie de la liberté d'expression. Pour l'heure, aucune alternative à cette plateforme hégémonique n'est prête à prendre le relais en privilégiant la pluralité. Une chose est donc certaine, l'espace de liberté que constituait Internet à son avènement semble bel et bien dépassé. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Jacques Chirac est mort. Cet ancien président de la République française de 1995 à 2007 est décédé à l'âge de 86 ans. L'individu avait également été maire de Paris, député et Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand. Professionnel de la politique, l'ancien chef d'État s'était donné une image populaire à la faveur notamment d'une certaine bonhomie et de quelques sorties au salon de l'agriculture. Le refus de la guerre en Irak demeurera en outre son seul fait de gloire. Emmanuel Macron perd les pédales alors que le président français pensait faire office de médiateur entre Téhéran et Washington. Il va finalement de déconvenu en déconvenu. Après avoir vu le président américain lui dire qu'il n'avait pas besoin de son aide, c'est au tour du président iranien de le contredire très formellement. Après ses propos sur les prétendues conditions réunies. J'ai eu également plusieurs échanges avec le président Trump et avec le président Rouhani durant ces 2 jours et un très long entretien hier avec le président Rouhani. Je considère dans ce contexte que les conditions d'une reprise rapide des négociations ont été créées. Des conditions réunies pour Emmanuel Macron, mais pas par les 2 principaux intéressés. Hassan Rouhani a ainsi clairement fermé la porte des négociations, son pays étant victime de pressions extrêmement fortes de la part des États-Unis. ما نمیتوانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم که اعلام می‌کنند سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه کرامت و معیشت ملتمان اعمال کردند. چگونه میتوان باور کرد که جنایت و فشار بر زندگی 83 میلیون ایرانی به ویژه زنان و کودکان برای دولت مردان آمریکایی امری خوشایند و موجب افتخار تلقی شود. Increvable Netanyahou, après avoir talonné d'un siège son principal opposant lors des élections législatives, Benjamin Netanyahou a été mandaté par le président de l'État hébreu pour former un nouveau gouvernement. Benny Gantz, arrivé en tête de l'élection, a refusé de travailler avec le Premier ministre sortant dans l'optique d'un gouvernement d'union. Soupçonné de faits de corruption, Netanyahou semble s'en sortir une nouvelle fois après 10 années passées au pouvoir. Reste encore à former une coalition, ce qui ne sera pas une mince affaire. L'Algérie joue à domicile à Lille. L'équipe nationale de football algérienne affrontera la Colombie dans la capitale des Hauts-de-France le mardi 15 octobre. La billetterie pour cet événement a ouvert mercredi et le stade Pierre-Mauroy devrait faire le plein. Avec, n'en doutons pas, Martine Aubry dans les tribunes pour encourager l'équipe électoralement la plus rentable. Récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, les Fennecs ont fière allure mais ne partent pas gagnants face à une équipe sud-américaine qui ne manque pas de grands joueurs comme Radamel Falcao et James Rodriguez. Le port n'est pas toujours celui qu'on croit. Sandra Muller, la journaliste accusatrice d'Éric Brion à l'origine du phénomène Balance ton port, a été condamnée à 15 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral contre l'ancien patron de la chaîne Equidia. Depuis octobre 2017 et le début du phénomène, des dizaines d'hommes ont été dénoncés à tort ou à raison à la faveur de cette tendance. Et si la misogynie et les comportements de certains ne peuvent être ignorés et rester impunis, le climat de délation et de chasse à l'homme institutionnalisé n'aura certainement pas profité à apaiser les esprits.
Un incendie géant à Rouen dans la nuit de mercredi à jeudi. Un bâtiment de l'entreprise Lubrizol a pris feu. Un incendie qui n'est pas sans inquiéter car l'usine en question est classée Seveso, c'est-à-dire classée comme site industriel dangereux. Près de 200 pompiers et 60 camions ont été mobilisés et les premières fumées ne présenteraient officiellement pas de toxicité grave. Le préfet de police a en revanche confié qu'il existait un risque de pollution de la Seine. Un périmètre de sécurité de 500 mètres a été mis en place autour de la zone et les habitants de cette zone évacués. Des établissements scolaires ont été fermés et les personnes réputées plus fragiles invitées à rester chez elles. Juste mesure de précaution ou nouveau mensonge institutionnel face à un drame écologique? L'avenir nous le dira, peut-être. Fermeture controversée d'espaces de jeux pour enfants. Un couple de jeunes parents de Champfleur dans la Sarthe a porté plainte pour des nuisances sonores causées par des enfants dans un espace de jeu. Exit la balançoire et le toboggan. Après les cloches des églises et le chant du coq, ce serait à présent aux enfants d'être pris pour cible. Un expert a même constaté la nuisance en question. Si l'affaire peut agacer par son caractère absurde, la gestion souvent approximative des espaces publics par de nombreuses municipalités peut aussi laisser imaginer que l'espace dédié aux enfants était inadapté. L'espace de jeu, qui était d'ailleurs fort laid, devrait finalement être déplacé dans un espace vert. Et dans un instant, notre Zoom du jour, l'historien et professeur d'université David Angels nous présente son ouvrage « Que faire? Survivre au déclin de l'Europe ». La véritable racine de cette crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui partout en Europe, d'ailleurs pas seulement en France, n'est pas l'immigration, qui est un symptôme finalement, qui est un symptôme, un résultat d'une certaine faiblesse de notre civilisation qui n'arrive plus à imposer ses valeurs et à créer un cadre inclusif permettant aussi l'assimilation de population venant de l'étranger. Non, le véritable problème, c'est justement cette faiblesse interne, cette dissolution, ce manque de confiance finalement aussi dans sa propre histoire. Et malheureusement, l'État est devenu aussi l'un des exposants de cette faiblesse-là. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le retour d'Éric Zemmour sur CNews, le cas Greta Thunberg et la convention de la droite. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Olivier Frère-Jacques. Bonsoir. Dont seuls les gens qui visitent des vues en campagne s'aperçoivent, c'est que le système marchand est tombé sur la tête. Oui, parce qu'il leur décrit à travers la publicité un monde absolument étranger au leur, voire hostile, offensant pour le leur. La première illustration que je vais vous en donner concerne la Banque Postale, qui est par définition très implantée en milieu rural, en milieu modeste, mais qui a lancé il y a 3 mois une campagne de pub télé dont l'un des sujets était à peu près « Vous avez le droit de piquer des sushis à votre banquier quand vous allez déjeuner au restaurant avec lui, parce qu'à la Banque Postale, ceci, cela ». Voilà, retour sur image. Qui en campagne, qui dans le peuple en général va au restaurant avec son banquier? Je vous le demande, personne évidemment, et qui mange des sushis comme à New York, comme dans le milieu publicitaire, et qui a imaginé cette scène? Personne non plus évidemment. Donc la publicité Banque Postale, celle-là, banque qui a quand même un distributeur de billets à Campagnol, c'est vous dire que je suis allé photographier pour vous. Cette publicité a été conçue en l'occurrence par une toute petite poignée de gens qui mangent des sushis avec son banquier à Paris et qui croient que ça peut être le sujet d'une publicité qui s'adresse à la France entière. Mais le pire, c'est quand vous débarquez chez Lucienne, 80 ans, une femme magnifique avec une tête d'officier de marine, qui a une queue de cheval toute blanche, qui vit avec son frère dans une ferme à l'ancienne, avec des chiens partout, des chèvres, des lapins, des poules. Alors comme elle a travaillé toute sa vie au grand air, cette dame, son visage est une espèce de cuir beige tout plissé, très abîmé. Son nez a pris le soleil trop souvent, mais elle sourit tout le temps, et elle a des yeux magnifiques, d'un bleu intense, et puis elle lit des romans, et elle vous aime bien parce que vous en écrivez. Eh ben,
Elle s'arrête une seconde, là, pendant qu'elle vous parle, devant la télévision. C'est le moment que choisit la télévision, dans l'arrière-cuisine, pour dire, une voix très jeune, « Bon, je préfère vous l'avouer, j'ai une peau sensible, et moi et ma peau, on adore la lotion machin truc. » Et là, vous frissonnez quand même de dégoût, rien qu'à l'expression « moi et ma peau », et vous avez envie de vomir, rien qu'à imaginer les créatifs en agence à Neuilly-sur-Seine en train d'écrire un truc pareil. Mais le pire du pire, c'est quand la dernière Audi vous vante ses mérites et que vous regardez la pub en parlant à Roger, le frère à Lucette, qui est son aîné, qui est très fatigué en ce moment, un très grand type, avec les épaules très voûtées. Et ben dans la pub, c'est un grand noir du genre basketteur qui vous dit texto « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle n'est pas intense ». Et là, on voit 3 filles pulpeuses en body fluo qui confirment en hochant la tête. Et vous mesurez la violence ordinaire de ce genre de message publicitaire qu'on peut appeler macronien quand il est reçu par des gens dont la vie n'a jamais été intense, qui sont plus ou moins parkinsoniens, qui vivent dans leur trou au milieu d'une province où rien n'est jamais intense, sauf peut-être le froid en hiver et la brûlure du soleil en été, et qui sont sans arrêt poussés hors du jeu, ou du jeu social, par l'écho envahissant de la vie des autres comme ça, sur un écran d'ailleurs de plus en plus large, 1 mètre à 2,50 m, que leur nièce leur a offert pour qu'ils puissent regarder sur LCI des filles de toutes les couleurs qui disent c'est clair, qui parlent d'infos, d'actu, de décryptage toute la journée entre 2 pubs Audi. Eh bien, comme me l'a dit Gustave, la télé des riches, c'est un peu comme si Marie-Antoinette faisait un direct de Trianon tous les jours, et ça finira probablement pareil. Abonnez-vous, merci. Depuis quelques semaines, pour ne pas dire depuis quelques mois, nous pouvons nous demander où est passée l'opposition de droite officielle, j'ai nommé les Républicains. Alors même qu'ont été votées des lois iniques, dont la plus emblématique est la loi Avia, que nous dénoncions d'ailleurs dans ces chroniques, ou que d'autres plus destructrices encore s'annoncent à l'horizon, comme le vote de la PMA pour toutes, etc., etc. Le calendrier gouvernemental est bien chargé. Eh bien, pendant tout ce temps, le parti de la droite dite gouvernementale présente un encéphalogramme plat, ne s'insurge plus de rien, quand il ne cautionne pas, tout simplement, la politique d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Dans la perspective des municipales du printemps prochain, les recherches d'alliance entre LREM et LR vont bon train de Paris à Marseille. La droite semble bien avoir fait le choix de plus en plus assumé du centrisme libéral et de la mondialisation heureuse. Il y en a qui tentent d'explorer des voies alternatives, comme la célèbre Valérie Pécresse, qui a quitté les Républicains pour construire, nous dit-elle, une véritable opposition. Vraiment ? Voyons plutôt. Valérie Pécresse a dernièrement rassemblé à Brive ses soutiens et esquissé ce qu'elle souhaite voir adopté comme ligne de conduite pour les prochains mois ou les prochaines années de 2020 à 2022. Madame Pécresse a une obsession qui l'empêche de dormir la nuit. Si l'on ne s'oppose pas efficacement à Emmanuel Macron, nous aurons Marine Le Pen. Les moyens qu'elle propose laissent rêveur. Une droite moderne, toujours les mêmes vieilles lunes, qui veut jouer la surenchère sur le libéralisme, l'écologie, les femmes, avec une obsession, le porte-monnaie. C'est cela, l'alternative prétendument crédible à Emmanuel Macron, en tous les cas, celle de Valérie Pécresse. Tous les poncifs du genre sont enfilés comme des perles avec une exhaustivité qui force presque l'admiration. La fracture sociale, les lois de la République, le méchant populisme, remettre la France en mouvement. Eh oui, alors on me dira que certes que Valérie Pécresse est désormais à l'extérieur des Républicains. Oui, mais le discours de ce qui fut sa maison mère est-il si différent ? Au Touquet, Jean Leonetti, président des Républicains par intérim, s'adressant aux jeunes républicains, use de la même rhétorique. L'audace du changement, la rupture, la nécessité du débat d'idées, etc., etc. Et surtout,
une étanchéité totale avec l'extrême droite. Je cite ses propos. À la Baule, pour la rentrée du parti, on comptait sur l'air marin pour revivifier les cœurs. Mais les candidats à la présidence du mouvement ont peiné à accorder leur violon, minés par le mythe de l'impossible rassemblement qui vide par avance de sa substance tout programme et toute ambition. Pour paraphraser Charles Péguy, disons que ce soir, rien n'est peut-être aussi vieux que la rhétorique de la droite dite républicaine. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.